Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons d'écouter dans un instant le philosophe et romancier Tristan Garcia à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 19 avril 2023, pour la parution de son livre Vie contre vie, Histoire de la souffrance partie 2 chez Gallimard et de son essai Laisser être et rendre puissant aux presses universitaires de France. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour la discussion avec Tristan Garcia. Tristan, merci de nous être fidèles. On s'était quitté en 2019, il s'est passé beaucoup de choses depuis. On s'était quitté en 2019 donc pour le premier volume de votre histoire de la souffrance qui s'appelait donc Âme. Donc là, le tome 2 vient de sortir, Vie contre vie. On en parlera peut-être, il y en aura au moins un troisième. Mais déjà, en 2009, vous ne saviez pas s'il y en aurait peut-être 4. Non, juste un troisième. Et puis est sorti aussi en début d'année un livre de... Alors c'est l'autre aspect de votre travail, c'est un livre de philosophie publié au PUF qui s'appelle Laisser être et rendre puissant, dont on parlera un tout petit peu. Tristan m'expliquait tout à l'heure que c'était pas le même travail et c'était moins facile d'en parler. Mais on essaiera quand même, on dira quelques mots. Il faut rajouter aussi qu'en même temps que paraît Vie contre vie, reparaît dans la collection Folio Âme, donc le premier volume. Et je me suis laissé dire que vous l'aviez considérablement, ou conséquemment, je ne sais pas comment on va dire, remanié, réécrit en partant. On va commencer de ça, on va commencer de la réécriture d'Âme avant d'attaquer Vie contre vie. Pourquoi ça vous a semblé important de réécrire, pour le passage en poche, une partie Oui, du premier volume? c'est une réécriture qui ne change pas la structure du texte, le chapitrage, les histoires, mais qui fait qu'à peu près aucune phrase n'est restée intouchée. Donc c'est vraiment réécrit, c'est pas juste une révision. C'est assez rare d'abord en fait dans l'histoire littéraire. Quand j'ai essayé de le faire, je me suis renseigné un peu pour voir qui le faisait. Aragon l'a fait une fois. Il y a 2 textes de Giono que Giono a réécrits pour une 2e édition. Il y a des livres réécrits par certains auteurs, mais souvent à plus de distance. Le livre de Blanchot, Thomas l'Obscur, qui est réécrit à 20 ans de distance, où il y a une 2e édition. Là, ça tient au fait que c'est un projet qui change à chaque fois. En écrivant le 2e tome, j'ai eu l'impression de mieux maîtriser quelque chose que je maîtrisais à moitié sur le premier, mais qu'il fallait bien sortir, il fallait l'éditer. Et donc, il m'a semblé qu'il fallait que je revienne sur le premier tome, que je l'allège, que je garde entièrement sa structure romanesque, mais que je l'écrive d'un point de vue qui me semblait plus mûr, plus abouti. C'était en fait très agréable à faire, et ça m'a rappelé, donc je te le disais, une vague anecdote dont je me souvenais de l'histoire de la peinture, où apparemment Degas, à chaque fois qu'il était invité chez des collectionneurs qui avaient acheté ses tableaux, on fouillait ses poches avant qu'il rentre, parce qu'il avait toujours des tubes de peinture et des pinceaux dans ses poches, et il ne supportait pas l'idée de voir un de ses tableaux exposés fini, et donc dès que les hôtes tournaient le dos, il prenait son pinceau, il prenait son petit tube, et il allait continuer son tableau. Et son tableau n'était jamais fini, il fallait vite aller arracher Degas à son activité. Et les collectionneurs, apparemment, n'étaient pas très contents à l'idée que Degas touche à l'œuvre qui valait déjà assez cher. Donc en pensant à Degas, j'ai repris mes pinceaux et j'ai essayé de faire ce travail que j'ai trouvé agréable, avec l'impression que j'avais suffisamment de distance pour enlever des choses qui m'avaient semblé, qui étaient peut-être trop lourdes, trop didactiques dans la première version. J'avais l'impression qu'il fallait que je publie quand même quelque chose d'un long projet que je ne pouvais pas garder pour moi. Et il fallait que je publie ce premier tome, j'en étais pas complètement satisfait. Et donc, je l'ai refait et j'ai essayé de l'équilibrer par rapport au 2e. J'espère que je ne referai pas ça pour le 3e. J'espère qu'au 3e, je ne vais pas me relancer dans la réécriture du premier et du 2e. Je crois que l'éditeur espère aussi que je ne ferai pas ça. Parce qu'après, concrètement, j'ai commis l'erreur en réécrivant le livre. Je ne suis pas reparti du bon fichier. Et donc ça a été un enfer pour l'éditeur, puisqu'il a fallu recorriger absolument tout le texte, et à partir d'un fichier qui n'était pas le bon. Donc je ferai attention la prochaine fois. Il n'y aura peut-être pas de 3e volume, alors oui. chez Gallimard en tout cas. Il y a quelque chose dans Vie contre vie qui effectivement, dans mon souvenir, n'était pas dans Âme. C'est qu'il y a comme un suivi en fait. Là, on est beaucoup plus dans Vie contre vie sur un principe de chaîne, avec des éléments qu'on retrouve d'une histoire à une autre, là où dans le premier volume, j'avais l'impression que ce qui créait l'unité, c'était le tableau des âmes avec les couleurs.
Voilà, c'était ça qu'on retrouvait d'une histoire à l'autre. Là, on est allé un peu plus loin, et j'ai envie de dire presque un peu plus dans le romanesque. Oui, moi ça fait longtemps que je suis fasciné par l'idée d'une sorte de zone indistincte entre le recueil de nouvelles et le roman. C'est-à-dire de faire à la fois des histoires, une multitude de petites histoires, et de trouver une forme d'histoire, une méta-histoire qui permette de faire une sorte de grand roman avec plein de petits romans, qui tient au fait que j'ai l'impression qu'un roman, ça ne me suffit pas, j'ai trop d'histoires à raconter, donc il faut que je trouve un moyen d'organiser ces histoires et de produire un récit de tous ces récits. Et dans le premier volume, donc l'idée c'est de suivre dans l'ordre chronologique, à partir de la première étincelle de sensation, à partir du premier organisme vivant qui a senti quelque chose. Le premier, c'est probablement, donc c'est comme ça que commençait le premier volume, Âme. Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, c'est probablement un ver acoélomorphe, c'est-à-dire qu'il y a simplement une entrée mais pas de sortie, qui est ingéré sans rien digérer, et qui, dans l'état actuel de nos connaissances, est le premier être qui aurait eu, alors probablement 8 ou 9 neurones, et une sorte de petite pelote, vous voyez, de neurones et de connexions synaptiques qui aurait été le premier bulbe, le tout premier début de cerveau, le tout premier début de système nerveux pas encore central. Donc l'idée, c'est de prendre simplement matériellement dans l'état de nos connaissances à partir du moment où ça a senti. Quelque chose dans le monde a senti. Il n'y avait pas juste de la pierre, de l'inorganique, du minéral, des réactions chimiques, mais pas de sensations. Et de faire l'histoire de la sensation avec à chaque fois un récit quelque part sur Terre, pour autant qu'il n'y a que sur Terre que ça est senti, ce qu'on peut... qui est ouvert encore à débat. Et donc, dans le premier tome, en effet, l'idée, c'était de changer à chaque fois d'histoire en histoire, avec des histoires qui étaient d'inégale longueur, des histoires très courtes, des histoires beaucoup plus longues, de changer de siècle, de changer de lieu, de changer de culture, de civilisation, de passé de l'âge de bronze, quelque part dans l'espace méditerranéen, à la Chine classique, au 8e siècle, puis de voyager comme ça, en n'ayant pas de personnage principal. Dans le premier, ma manière de régler cette histoire, de faire une histoire du fait que ça vit, ça sent, ça souffre un peu, mais les individus meurent, ils naissent, ils meurent à chaque fois, dans une culture différente, dans une époque différente, c'était d'avoir donc une sorte de table des âmes et d'avoir des sortes de couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, pour identifier des personnages qui n'avaient pas le même nom, pas le même sexe, pas le même âge, qui faisait qu'à un moment, un vieillard masculin en Chine, 2 siècles plus tard, on le retrouvait dans une autre histoire, et c'était une jeune moniale coréenne, et on voyait qu'il y avait un écho entre les gestes du vieillard, 3 siècles auparavant, et les gestes de la moniale. Et on se disait, ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas la même identité, ils n'ont pas les mêmes souvenirs, mais il y a quelque chose de commun entre eux. Il y a quelque chose qui résonne, il y a une sorte de couleur, de teinte comme ça. Mais ça ne racontait pas une histoire continue, ça suivait comme ça des âmes, d'où le titre, qui étaient à chaque fois incarnées dans des corps, dans des cultures différentes, et qui étaient aussi enfermées dans une sorte de processus de répétition. Le premier tome, pour moi, était un peu infernal, c'était une sorte d'enfer, où à chaque fois, ces âmes étaient condamnées à répéter les mêmes schémas de vengeance, se faisaient souffrir les unes les autres. Le deuxième, à mon sens, est moins infernal. Donc, le deuxième, c'est les lins. Ils arrivent dans une sorte de purgatoire. Et donc, dans le deuxième, d'abord, ça se rapproche dans le temps, puisque le deuxième, Vie contre vie, commence, donc, disons, au XIe siècle, à peu près, en Andalousie, et se termine à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, en Angleterre, à Birmingham, au moment de la Révolution industrielle. Comme c'est plus resserré, ça fait qu'il y a une continuité beaucoup plus forte entre les histoires. Donc on continue de suivre des personnages d'époque en époque, un peu partout. Il y a un chapitre qui se passe en Bohême au moment des grandes chasses aux sorcières, un autre chapitre qui se passe dans l'Empire du Mali, un siècle plus tard. Mais il y a à peu près plus qu'un siècle qui sépare les histoires. Ce qui fait qu'on va retrouver parfois, même progressivement, des personnages ou les descendants de personnages. Donc ça se rapproche d'un roman plus classique, où de génération en génération, on suit des personnages, on suit des familles de cette manière-là. C'est aussi moins infernal parce que les personnages qui étaient pris dans un cycle de répétition, de vengeance et de souffrance dans le premier tome sont plutôt pris dans des formes d'alliance dans le deuxième. D'alliance ou de forme familiale ou de forme amicale aussi. Et mon modèle pour ce volume central, l'idée c'était de faire un grand roman d'aventure, d'adopter une forme d'aventure. Alors que le premier, dans mon esprit, était lié à des formes plus archaïques, épiques. Mes modèles étaient plus du côté des grandes épopées indiennes, le Ramayana, de presque l'Iliade. de la mythologie, en fait. Oui, voilà. Il y avait un rapport. Donc c'est plus archaïque, là, oui. plus mythologique. Alors que là, dans le deuxième, c'est plus sur le modèle. L'idée, c'est que ça soit lisible du début à la fin, comme une sorte de grand roman d'aventure où on passe de siècle en siècle, jusqu'à la modernité, en fait, jusqu'au seuil de maintenant. Avec une accélération manifeste de la temporalité. Oui. Moi, j'ai eu le sentiment à la lecture que ça allait beaucoup plus vite. Oui.
Il y a un effet, mais c'est ce que j'aime dans le roman d'aventure classique. Il y a tout un chapitre qui se passe une traversée au moment des Mongols, l'année de la mort de Gengis Khan, et qui est en fait le circuit inverse du circuit qui est parcouru par le héros de ce qui a longtemps été mon roman d'aventure préféré, qui est Michel Strogoff. Il fait en fait le parcours inverse. Il part de l'Asie, il va vers l'Europe. Enfin, les personnages partent de l'Asie vers l'Europe, mais passent à peu près par les mêmes endroits que dans Michel Strogoff. Et dans Michel Strogoff, il y a cette part de roman d'aventure classique où on lit le livre tout en regardant sur la carte. Où est-ce qu'il est ? Il arrive à Irkoutsk, qu'est-ce qui se passe ? Et il est toujours pris dans une sorte de cavalcade. Donc je voulais retrouver ce rythme-là, en tout cas, cette part un peu frénétique du roman d'aventure. Alors, il y a un autre élément aussi, on parlera après de cette question de la souffrance et de cette question des corps, mais il y a un élément aussi qui se construit sur les 7 siècles d'histoire. Tout tourne autour de 2 manuscrits qui vont progressivement s'étoffer pour n'en former plus qu'un, mais ça, on ne dira pas trop pourquoi. Donc l'un commence avec le précis de chirurgie. Qui existe vraiment. Qui existe, voilà, oui. Qui est le premier grand livre de chirurgie moderne, qui est le livre de Aboukassi, le premier grand chirurgien dans l'Andalousie musulmane. Et là, le livre serait une partie qui n'existe pas vraiment de ce précis de chirurgie, qui serait une méthode, tout le titre en arabe du premier texte, du premier chapitre, qui s'appelle Al-Tasrif, c'est la méthode. Donc le premier des 2 livres, c'est la méthode, et l'autre, c'est la mémoire. Voilà, la méthode et la mémoire. Ce que j'ai envie de vous faire dire, ou en tout cas de vous faire parler, c'est qu'après cette question d'accélération, on a aussi cette idée qu'on est sur un travail dans ces 700 ans de fabrication de la mondialisation. Et donc le fait que les livres s'ébauchent comme ça et se grossissent de plus en plus, et on suit leurs traces comme ça, et là aussi, eux, ce sont les... En effet, ça pourrait être une histoire de la mondialisation. Ça commence quelque part entre l'hégire musulmane et les invasions mongoles, et le colonialisme européen, quoi. Une histoire d'expansion, en tout cas au-delà des continents, progressive, et qui est accompagnée par des phénomènes culturels de diffusion. Beaucoup de mes personnages sont des traducteurs, enfin voilà, ça revient souvent, dont on sait que dans l'histoire de la mondialisation, ils ont été très importants. Moi, j'ai été très marqué par il y a une hypothèse historique qui traîne depuis les années 70, surtout chez les historiens anglo-saxons, c'est que les origines de la mondialisation, on les trouverait chez les Mongols, justement. Et c'est une belle hypothèse, parce que c'est une hypothèse paradoxale, parce qu'on a affaire à un peuple des steppes qui est un peuple nomade qui a refusé toute forme d'administration, faire payer les impôts. Mais en même temps, c'est eux qui ont créé les relais de poste, qui ont permis l'établissement, au-delà de la route de la soie, de toutes les routes de contact entre l'Asie et l'Europe. C'est eux aussi qui ont diffusé... Donc Gengis Khan était accompagné d'une armée de 27 traducteurs pour une trentaine de langues différentes. Et donc Gengis Khan est un personnage qui ne parlait qu'une seule langue, qui avait un rapport assez compliqué à la diversité culturelle, mais qui en même temps, pour les besoins de son invasion, de son empire, en fait, en une dizaine d'années, l'invasion de Gengis Khan a produit des écoles de traducteurs un peu partout, dans le Khwarezm, la zone de la Horde d'Or, donc ce qui donne le sud de la Russie, etc. Et donc il y a plein d'histoires de la mondialisation qui sont des histoires de la diplomatie, du commerce sur la route de la soie, qui commencent en général avec les Mongols. C'est-à-dire un peuple sans écriture, un peuple qui refuse l'administration, un peuple qui ne connaît pas les impôts, mais qui a eu pour conséquence d'essaimer comme ça entre l'Europe et l'Asie et de produire tout un tas de structures de traduction linguistique, de relais de poste, de relais commerciaux, de routes commerciales, qui en effet, en général, expliquent l'expansion ensuite à partir du XIIIe, XIVe, de formes de commerce entre l'Europe, l'Asie puis l'Afrique, qui sont aux origines de la mondialisation. Donc j'aime bien l'idée que les Mongols, qui étaient là pour tout massacrer, et dont la conception essentielle, la forme de vie essentielle des Mongols, en tout cas chez Gengis Khan, c'est la chasse. Il y a une continuité entre la chasse et la guerre, et il s'agit de chasser avec simplement l'honneur. Il y a un texte très étonnant, c'est un texte de Gengis Khan qui est le premier testament en fait, de Gengis Khan. Gengis Khan se plaint et dit, voilà, j'ai conquis à peu près tout le monde connu, mais mes descendants vont s'amollir, leur plaisir ne sera plus de chevaucher et contempler des pyramides de crâne, ils vont vouloir s'enrichir, ils vont vouloir faire du commerce. Donc je suis maudit parce que... et il a raison, de fait, la troisième génération des descendants de Gengis Khan sont ceux qui, un peu partout, dans le nord de l'Inde, en Iran, vont implanter des structures commerciales qui sont au début en fait, de la mondialisation. Donc je suis assez attaché à cette idée. En effet, ça traverse le livre, mais de manière à chaque fois, tout mon problème est de faire en sorte que c'est pas du tout didactique, il n'y a aucune thèse historique là-dessus. C'est simplement des choses dont j'espère qu'elles apparaissent au lecteur d'histoire en histoire,
alors que le lecteur doit être à chaque fois avec les personnages, pris dans une histoire, à un moment donné, dans un horizon culturel donné, dans une langue donnée, avec un système de croyances donné. Et je veux simplement, c'est ça qui m'intéresse, c'est de permettre tout le temps une sorte de double lecture, soit être avec eux, plongé dans un moment, condamné au fait d'être ici et maintenant, dans une époque, de ne pas voir au-delà, d'avoir un horizon bouché, d'être pris par des intérêts, des corps, des guerres, des conflits, de la survie, des croyances, ici et maintenant avec les personnages. Ça, c'est dans chaque histoire. Et en même temps, d'avoir la possibilité du regard qui passe d'histoire en histoire et qui voit les choses changer, qui suit ses livres, La mémoire et la méthode, et qui voit que quelque chose est en train de changer et que quelque chose du monde est en train de changer. Toute la deuxième moitié du roman est très liée à l'histoire de la colonisation. Et j'ai l'impression que vous donnez la clé à la fin, dans la dernière histoire, avec, vous reprenez la phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se... Oui, le dernier personnage a suivi les cours en fait. de Lavoisier. Oui, avec cette idée. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire sentir par la narration ce sentiment qu'on a face à l'histoire de... au moment où on décide de regarder l'histoire en ayant l'impression que rien ne change jamais, que tout se répète, en fait, on est obligé d'admettre que, quand même, il y a quelque chose change, quelque chose progresse. Mais on n'arrive pas à le nommer, c'est très difficile de nommer. Qu'est-ce que c'est qui progresse ? Une idée, des valeurs, quoi. Qu'est-ce qui progresse dans l'histoire ? Et quand on a la lecture progressiste, quand on décide de manière volontariste d'aller voir l'histoire en disant vraiment, regardez, ça progresse, il y a une progression rationnelle dans l'histoire. Ça peut être une lecture de l'histoire qui est évolutionniste aussi, très optimiste. Quelque chose dans l'espèce humaine progresse. Quand on fait ça, on a au contraire le sentiment de non, en fait, ça revient au même. En fait, à chaque fois, quelque chose revient. Et donc, j'aimerais dans la narration arriver à toucher ce sentiment de mettre en balance sans cesse le retour du même et la progression de quelque chose, mais aucun des personnages n'arrive à savoir exactement ça change, mais ils ne savent pas exactement ce qui change. Il y a quand même une constante, c'est que ce sont des personnages à chaque fois, l'intrigue avance aussi parce qu'il y a une recherche de la liberté, et puis ce sont des personnages qui s'arrachent à eux-mêmes, qui s'arrachent à leurs conditions ou à leur lieu de naissance. Il y a aussi ce processus de sortie de soi-même. Tous voyagent, tous sortent de leur terre à un moment, tous sortent de leur sol. Enfin, ils sont comme des plantes qui, à un moment ou à un autre, se déracinent et essayent d'aller voir ailleurs ce que ça donne. Ce qui fait que toute une partie du livre est liée à parce que c'est le moteur des récits d'aventure, oui. des voyages, des confrontations culturelles, mais aussi, je voulais que ça donne des choses étranges, des sortes de décalages. Dans le chapitre mongol, je ne sais pas pourquoi, j'avais depuis le début l'image, en utilisant toujours l'idée de transmigration des âmes, l'image d'un Gengis Khan qui, une fois mort, se serait réincarné, mais qui se réincarne dans un bébé. Et de voir ce que ça ferait à des Mongols d'avoir l'impression que le grand Khan, le Khan océanique, etc., c'est juste un bébé qu'il faut torcher, qui remue, qui apprend vaguement à parler. D'abord, j'avais l'impression que c'était un ressort comique, ça permet quelque chose de comique. Et ça permet aussi un déracinement, un déplacement à chaque fois. Et il y a ça dans le chapitre de la sorcière aussi. Ce système d'aller voir des personnages qui, à tort ou à raison, il n'y a jamais aucune thèse dans le livre, je ne crois pas à la transmigration des âmes, il n'y a aucune thèse là-dessus, mais d'avoir des personnages qui croient, vous savez, qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont une mémoire ou ils ont quelque chose en eux, comme une vieille idée qu'on avait sur le roman. Longtemps, il y avait dans mon souvenir, dans plein d'approches psychanalytiques du roman, il y avait l'idée, c'est chez Marthe Robert, je crois, du roman du bâtard. Enfin, l'idée de tout un tas de romans où le motif principal, c'est que le personnage est persuadé qu'il n'est pas le fils de ses parents, qu'il est un enfant adopté ou un enfant trouvé, de Hugo. Voilà, et qu'il doit trouver qu'il a d'autres origines. Et donc ça, c'est presque systématisé. C'est-à-dire tous les personnages ont le vague pressentiment, à tort ou à raison, qu'ils ne sont pas à leur place dans cette époque. Ils ne sont pas ce qu'ils sont. Ils ne sont pas les enfants de leurs parents. Ils ne sont pas non plus les enfants de leur temps. Ils ont en eux les souvenirs d'autre chose ou le pressentiment du fait presque d'une autre époque. C'est le cas de la sorcière, c'est le cas d'autres personnages qui, à chaque fois, ne se sentent pas eux-mêmes ici et maintenant, là où ils sont. Alors vous disiez tout à l'heure que vous faisiez la référence aux plantes, mais il y a quelque chose effectivement de très organique et un travail peut-être différent par rapport au premier volume sur le traitement des corps et la façon dont les personnages se sentent dans leur corps. Tout ça peut sembler très théorique, des idées. Mon problème à chaque fois, c'est de le mettre dans des corps humains ou dans des corps animaux. Il y a beaucoup d'animaux, des loups, des chevaux. Il y a même, effectivement, il y a une plante. Il y a un chapitre où j'ai tenté, alors c'était très compliqué, j'ai fait 1000 versions, j'ai tenté de suivre la temporalité d'un arbre et à un moment, une de ces âmes
est un arbre. Vous voyez, au XVIe, XVIIe siècle, en fait, c'est un arbre qui subit la montée des plantations de canne à sucre. Les plantations de canne à sucre ont asséché le sol. Enfin, c'était une catastrophe. C'est le début de la déforestation des grandes forêts atlantiques du Brésil. Donc, j'ai essayé d'adopter pendant une dizaine de pages le point de vue de l'arbre, que le personnage soit réellement l'arbre. C'est très compliqué parce qu'en faisant ça, moi, j'essaye de le faire comme quelque chose de limite, mais j'en suis pas certain. Parce qu'on est pris entre soit l'anthropomorphisme, soit l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'à certains moments, on se dit, en fait, je vais complètement être l'arbre, il n'y a pas de souci, on communique, je me sens arbre. Mais quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de donner, on croit se décentrer de soi-même, mais dans la langue même, on n'arrête pas de prêter à l'arbre des sentiments humains. Il a peur, mais l'arbre, il n'a pas peur. Donc, comment il faut transmettre ce que ça fait à un arbre, par exemple, un assèchement de son sol, le fait que quand il essaye de ponctionner de l'eau, il y en a moins. Le fait que ses communications par l'éthylène, etc., sont coupées. Qu'est-ce que ça fait à un être vivant qui n'a pas de système nerveux, qui n'a pas de conscience, mais qui peut avoir des formes de perception locale, qui n'a pas de centre d'action? Un arbre, ça n'a pas de centre d'action. Donc, qu'est-ce que ça fait par l'écriture? Et de l'autre côté, il y a penser qu'on ne peut pas, avec le langage, sortir de la forme de vie humaine, qui est, à mon avis, aussi une erreur. C'est-à-dire que le langage, c'est aussi un outil qui doit permettre d'être en empathie, pas seulement avec ce qui parle, mais en deçà de ce qui parle, avec ce qui vit, avec ce qui sent, avec ce qui souffre, avec ce qui perçoit, avec ce qui bouge. C'est un outil souple, le langage, qui doit permettre ça. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'on peut le faire que ponctuellement. Et j'essaye dans le livre de varier, c'est-à-dire c'est plus facile avec des formes animales, non humaines, c'est plus facile avec le loup, avec le cheval. C'est vraiment très difficile avec l'arbre. C'est difficile pour des questions de temps, aussi de temporalité. C'est que la vie d'un arbre, c'est pas la durée de la vie d'un être humain. Donc les événements, l'idée même d'événement, vous voyez à quel moment vous utilisez le passé simple, parce qu'il y a un événement, à quel moment vous utilisez un duratif, vous utilisez de l'imparfait. C'est très compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'un événement pour un arbre? Ça n'a pas la même durée. Enfin, le passage des saisons, etc., tout ce qui est répétitif, tout ça change. Donc ça produit des effets sur l'écriture. Évidemment, je pense que c'est faisable que sur de courts moments. Enfin, sinon, c'est pas possible pour le lecteur. Mais c'est des moments d'expérimentation, même végétale. Voilà. Vous écoutez Tristan Garcia à la librairie Ombre Blanche le 19 avril 2023 autour des parutions de Vie contre vie chez Gallimard et de Laisser être et rendre puissant au PUF. Donc c'est le début du chapitre qui se passe dans l'empire du Mali, dans l'empire malinké, qui a été un moment l'empire le plus riche sur Terre. Un moment, l'homme le plus riche, ça a été Mansa Mohamed Aboubakri, qui est l'empereur du Mali. Et dans ce récit, donc c'est un chapitre de Vie contre vie, pour vous le situer, je pars de récits, de contes maliens, et notamment je ne sais pas si vous connaissez, il y a toute une histoire du conspiratisme malinké. Et il y a une histoire complotiste qui est qu'on pense depuis longtemps, ça date du 19e, au moment de la colonisation, certains pensent que le prédécesseur de Mansa Mohamed Aboubakri serait parti, aurait découvert l'Amérique. Il y a des Africains, des Malinqués qui auraient découvert l'Amérique. Il y aurait même certains sites archéologiques où c'est pas possible autrement. On voit des motifs qui auraient été des motifs qui étaient partagés à ce moment-là, au XIVe siècle, dans l'Empire malinké. Donc ça se passe à ce moment-là, où le prédécesseur de celui qui devient l'empereur du Mali est censé être parti vers l'ouest. On n'a pas de nouvelles de lui. Effectivement, dans l'histoire, il y a un empereur qui est parti, qui était fasciné par l'ouest, qui a voulu aller vers l'ouest. On pense qu'il s'est perdu en mer. Mais certains pensent qu'il est allé jusqu'en Amérique. Et donc, dans cette histoire, il y a un ensemble de récits au début de ce chapitre. Et celle qui va éduquer le futur empereur lui raconte des histoires. Donc j'essaye d'adopter la forme, on en parlera, peut-être c'est pas un pastiche, mais j'essaye de m'inspirer de certaines histoires malinquées de l'époque. Et le premier des personnages dont elle raconte l'histoire est un arbre. Et cet arbre, qui s'appelle Iri, donc en malinké, Iari, cet arbre reçoit l'âme du personnage de l'histoire précédente, qui était une sorcière, qui a été brûlée contre un tronc d'arbre. Donc c'est en fait la sorcière qui est en train de parler, qui est en train de devenir l'arbre, un siècle plus tard au Mali. « Qui suis-je » se demande-t-elle en cherchant son corps. Elle sent quelque chose craquer qui lui vient d'une autre vie. Ça suinte.
On dirait un fruit. Que suis-je devenue ? Elle est impatiente de naître et de découvrir sa nouvelle forme. Après avoir gonflé quelques jours, son fruit éclate et répand sa pulpe fraîche. Une poignée de graines huileuses sèche sur le sol d'un pays chaud. Où est passée mon âme ? Dans quelle contrée lointaine ? Sous leur enveloppe scarifiée, les graines dorment encore. L'eau, l'air et la lumière en réveillent une. Par la cicatrice perce le bleu du ciel sous le tégument qui lui sert de couverture. Timidement, l'incision s'élargit. La graine voit le jour. Puis, recouverte de poussière, trempée par la pluie et épongée par le vent, elle germe. D'abord, elle n'est qu'un petit haricot enfoui dans la terre moite sous un replat ombragé de la savane. Puis elle croît, elle pousse et... un arbre. Je suis un arbrisseau. Elle se sent devenir végétale, elle qui venait d'un lointain pays du Nord où... elle ne s'en souvient plus. Le temps a passé. Depuis qu'elle est née ici, elle penche vers l'ouest. Parmi les hommes, on l'appelle désormais Iri. C'est un petit baobab qui grandit vite. Saison après saison, elle travaille. Ses minces filaments poilus deviennent des racines qui cherchent l'humidité en serpentant sous terre. Son corps se couvre d'une écorce veinée, teintée d'argent, puis de branches charpentées en couronne. On dirait la reine de la plaine. De ses bulbes pointent de courtes tiges, quelques feuilles et de larges palmes. Au printemps suivant, son tronc ventru s'est élargi en bouteille, comme la panse d'une grosse dame. Il retient l'eau. Son bois spongieux désaltère les bêtes de passage. L'arbre est bu et il boit. Est-ce qu'Iri voit ? Non, mon enfant. Mais elle vit tout de même. Dès que le vent s'y engouffre, son tronc résonne. Par-dessus, les ramures prennent de l'épaisseur et les feuilles poussent en étoiles. Elle n'a pas de cœur, seulement un tronc qui bat au rythme de l'eau. Tout va par cycle autour d'elle, le jour et la nuit, le silence et le bruit. Parfois, il lui semble avoir été autre chose avant d'être née. Qu'est-ce qui lui en reste ? Le désir d'aller vers l'ouest. Iris s'élève et prend de l'envergure. Elle est grande et fière. Elle promet de devenir le plus bel arbre du pays. Non loin d'elle s'étale une forêt d'acajou. En s'enfonçant dans l'humus, Iris s'aperçoit qu'elle n'est pas seule. Dans le sol, elle sent d'abord les variations d'acidité de plusieurs acajous grâce à la mousse et aux filaments blancs des champignons qui s'enroulent le long de son réseau de racines de plus en plus serré. Après 3 années, elle domine déjà les arbres des environs. Elle monte dans le ciel et elle penche encore vers l'Occident. C'est comme si elle entendait un appel. Avec curiosité, ses branchages fouillent dans le ciel. Iris frétille. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Si seulement Iris pouvait mouvoir ses racines longues et profondes, elle marcherait. Mais elle a des radicelles. Ce ne sont pas des jambes. Compare avec notre corps et dis-toi ce que seraient plutôt les replis de sa cervelle. Tu ris, mais si, l'arbre a la tête dans le sol et les pieds tout en haut. Elle vit à l'envers des autres animaux. Alors elle se sent coincée sur ce petit bout de terre. Elle aurait tant voulu voyager, mais elle ne le peut pas. Les années passent et elle devient dure. Son bois gagne en amertume. C'est vrai qu'elle a un peu de compagnie, mais trop rarement. Quand le jour s'allonge, son houppier abrite un pasteur et ses bêtes, dont les bêlements, balayés par le vent, vont et viennent au rythme des heures. Très vite, le pasteur s'en retourne au village. À la saison des pluies, Iris ralentit et elle dort. Son esprit s'éteint presque. De temps en temps, elle capte une légère inquiétude de ses tanins. Devenue tout à fait arbre, elle désire encore un peu. Faiblement, elle voudrait... Partout dans son bois, il y a cette idée qui pousse et qui lui fait des nœuds. Qu'est-ce que c'est que ça ? Partir, oui. Partir loin d'ici. Bien sûr, aucun arbre n'est tout à fait immobile. Il frémit avec le vent, il pousse. Mais Iris, elle, aimerait s'arracher complètement du sol. Un matin, après les orages, tous les acajous alentours ont été coupés à la hache par des hommes. Ils ont été élagués, émondés, sculptés, puis transportés vers le fleuve en contrebas. Leurs troncs sont devenus des joncs et ils ont voyagé vers le delta. Ils sont partis. Iris a l'espoir d'être coupée en morceaux et transportée par les hommes, elle aussi. Hélas, ils n'ont pas touché au baobab. Trop léger. Son bois n'est pas de ceux dont on fait les bateaux. Saison après saison, Iris se tord en direction de l'horizon où chaque soir la lumière disparaît. Parmi les hommes, c'est un sujet de plaisanterie. L'arbre qui voulait poursuivre le soleil. Cet arbre est fou. L'armatan violent vient de l'Orient et Iris tente d'en profiter en vain. Au village, on se moque de cet arbre déformé. Et puis elle renonce. Plantée là, vivante mais immobile, ou presque. Peut-être qu'il est temps de fleurir. Pourquoi pas ? Pour Iris, ce serait une autre manière de s'en aller. Sa vie se concentre à l'extrémité des branches. Elle passe dans le pédoncule, peu à peu elle se concentre dans les fleurs, dont la corolle blanche se fend. La nuit, ses fleurs s'ouvrent complètement. L'un après l'autre, elle lâche ses fruits lourds. Dès qu'ils touchent le sol, les pins de singe éclatent. Mais très vite, Iris perd contact avec sa descendance, ses graines éparpillées çà et là.
Qu'est-ce qu'elles deviendront ? Quand le temps sec revient, elle fleurit de nouveau. Elle se laisse aller. Et elle vieillit. Pourtant, son idée de jeunesse n'a jamais cessé de la travailler. Partir. Et puis... Ah, mon petit, tu t'endors, je fais vite. Un matin, surprise par le ciel devenu noir comme de la suie, la vieille Iris est bousculée par une force qui traverse toute la région. C'est un nuage vivant, un immense voile qui recouvre le pays. Iris n'y comprend rien. Par endroits, son écorce a déjà été attaquée. Elle est victime d'une invasion de criquets. En quelques minutes, son feuillage est réduit en poussière. Ses branches ploient sous le poids de la nuée. C'est comme si on l'avait déshabillée et déracinée. Les locustes entaillent le bois. Iris est asphyxiée. Après le départ des insectes, ses racines, affaiblies, cherchent à pomper encore de l'eau sous la poussière du désert, mais elle perd le peu de sève qu'il lui reste à essayer. Iris sèche, elle cesse d'essayer, et elle s'étend. Elle devient... Tu dors, mon enfant. À demain. Merci beaucoup. On voit effectivement, puis alors c'est très bien d'avoir lu tout le chapitre parce qu'on voit, en fait, le livre procède comme ça. Et je trouve que quand vous le lisez, il y a une malléabilité de la langue. Alors ça, j'aimerais bien quand même que vous nous parliez un petit peu de comment ça se travaille, ça. Alors, il y a un effet d'exercice, parce qu'au bout d'un grand nombre de pages, il y a vraiment un effet artisanal et d'exercice. Mon but, c'est toujours d'arriver à absorber des récits, des formes de vie d'une époque. Ici, il y a un genre du conte malinqué qui est très particulier, qui est très beau d'ailleurs, qui ensuite a essaimé un peu en Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve dans des contes d'autres peuples d'Afrique de l'Ouest, et d'essayer de prendre quelque chose du rythme narratif, de la forme petit à petit, pour pas le pasticher, pas produire un pastiche, mais arriver simplement à trouver une forme qui passe par un rythme, un petit peu de vocabulaire, pas trop de vocabulaire technique. Vous voyez, le problème ici en prenant la forme de l'arbre, c'est de ne pas aller plaquer. Donc là, c'est un baobab. Mais évidemment, si vous êtes trop précis, très ponctuellement, je suis obligé de parler du tanin ou des radicelles, quand même, pour être précis. Mais si on a un peu trop, ça refroidit la langue, en fait, et ça produit une langue scientifique, une langue descriptive, objective, et ça ne marche pas. Donc il faut suffisamment, à la fois, de termes un petit peu techniques pour être précis. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un arbre générique. Juste dire les racines, les feuilles, etc. Ça ne marche pas, parce que l'arbre devient trop générique, en fait. Donc il faut éviter le générique, il faut arriver à le particulariser un petit peu par petites touches, prendre quelque chose d'une forme narrative de l'époque et en même temps injecter du contemporain. C'est-à-dire arriver à avoir quelque chose dans la langue de contemporain pour ne pas mentir. C'est écrit aujourd'hui pour vous qui êtes là aujourd'hui. Voilà, je ne veux absolument pas faire du pastiche. Je sais pas, par exemple, il y a le chapitre qui est autour de la sorcière. Retrouver quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé dans la langue médiévale. Vous savez, il y a quelques calculs. On pense que, je sais pas, la langue du XIIe, par exemple, probablement contenait un vocabulaire, en tout cas le lexique, comprenait 2 à 2 fois et demi plus de mots qu'aujourd'hui. Il y a une profusion dans une partie de la langue médiévale qui est très agréable. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a plus de mots. Ça donne un tour particulier quand on va vers cette langue-là. C'est qu'on a l'impression de rajouter des termes, ça charge un peu la langue, mais c'est extrêmement exaltant à faire. Mais il y a le risque du pastiche. Donc je voulais pas du pastiche, et je voulais réintroduire, par exemple, dans une langue qui était en partie une langue médiévalisée, dans le chapitre sur la sorcière, des choses qui ne sont pas anachroniques, mais des ruptures de langue. Vous voyez, un des problèmes, le problème fondamental, à mon avis, de trop pasticher pour essayer de restituer quelque chose d'une forme de vie d'une époque, c'est que quand on pastiche, on dépend uniquement des sources littéraires. Et comme on dépend des sources écrites, en fait, on croit qu'on reconstitue quelque chose de la langue d'une époque, mais c'est totalement faux. On reconstitue la langue savante écrite d'une époque. On n'a pas accès à toute une part de la langue orale, de la langue populaire. On n'arrive pas à faire la coupe, c'est très compliqué, à faire la coupe de la langue parlée par les paysans, lesquels, des accents. On perd l'accent, on perd beaucoup de choses, en fait, de la langue. Et ça, je pense qu'on peut le regagner simplement en allant chercher dans du contemporain des formes oralisées. Donc je mets aussi, il y a des choses très orales que j'essaye d'introduire à chaque fois dans le texte, des choses oralisées, des choses familières, vulgaires, essayer de varier les régimes de discours. Parce que sinon, le risque, c'est un roman historique, je le sens, très documenté, très bien fait, on en connaît, à la limite du pastiche même de la langue d'époque, mais qui en fait dépend entièrement de ses sources. Et ces sources sont très limitées. Les sources qu'on a sont trop savantes. Ça veut dire qu'en fait, on parle la langue des mandarins quand on fait ça. Oui. On ne parle pas la langue de tout le monde. Et vous avez quand même tenu à mettre les références à la fin du livre, Oui, par honnêteté, par intérêt aussi. Je me dis qu'il y a certains lecteurs qui seront intéressés par une époque. J'ai lu beaucoup de choses et j'ai sélectionné les livres qui me semblent valoir le coup. D'abord, il y a des œuvres même littéraires. Par exemple, pour tout ce qui concerne la Conquista, il y a des livres connus, mais il y a des livres moins connus. Il y a le récit du conquistador anonyme qui a été republié. C'est
un livre incroyable, ou Aguirre, qui a été adapté en film. Les relations de voyage, par exemple, j'ai indiqué des relations de voyage des conquistadors, il y en a plein, vous avez des centaines. Vous avez quasiment tous les conquistadors ont raconté ce qu'ils ont fait. Parce que la plupart, contrairement à ce qu'on croit, ont été jugés. Ils ont été jugés ensuite de retour en Espagne. Et comme ils ont été jugés, ils se devaient justifier. Donc il y a un genre littéraire quasiment qui est l'auto-justification du conquistador. Et tous ceux qui ont survécu quasiment ont écrit des relations de voyage. Et donc ça, c'est des textes passionnants. Donc je les mets parce que ça m'a servi, au moins autant que les romans picaresques. Mais je ne sais pas, par exemple, pour tout le chapitre mongol, tous les récits, c'est aussi des sortes de conseils aux lecteurs. Tous les récits, si vous ne les connaissez pas, les récits de voyageurs de l'époque, Guillaume de Rubruck, Jean de Plancarpin, c'est des récits extraordinaires. C'est les premiers récits d'envoyés du pape en général, ou d'envoyés occidentaux qui ont voyagé, qui sont allés le plus loin possible dans les territoires en Asie et dans les territoires mongols. Dans ce texte, en tout cas, c'est nourri par toute une littérature qu'on appelle parfois la littérature, disons, ethnologique de premier contact. C'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un a raconté le fait d'entrer pour la première fois en contact avec une culture, un peuple dont il ne connaissait même pas l'existence. Et ça va dans les deux sens. Par exemple, il y a un récit fabuleux qui est le seul récit qu'on ait en espagnol du dernier survivant de la famille royale Mexica, qui a vécu suffisamment longtemps et qui s'est converti au christianisme pour raconter ce qu'a été la prise de la capitale des Mexicas. Et donc, il a aussi raconté ce que ça lui avait fait quand il a 16 ans à peu près, je crois, quand les Espagnols arrivent. Il a rencontré Cortés. Ce que ça faisait du point de vue d'un noble mexicain, vous voyez, élevé dans un univers de valeurs, de croyances, avec des dieux, etc., de rencontrer des Européens, chrétiens qui arrivent. Et donc, j'ai voulu indiquer plein de ces récits dans cette période-là. Le livre est plein de ces lectures-là, en tout cas, que j'ai faites, que j'aime beaucoup, de premier contact. Justement, dans le chapitre sur l'arrivée au continent américain, je ne sais plus quel est le personnage, parce que je ne l'ai pas noté, qui dit « Quand il n'y a plus de centre, le monde s'effondre et c'est le chaos ». Alors, je crois qu'il y a aussi ça qui est à l'œuvre dans le livre, parce que je crois que c'est aussi ce qui est à l'œuvre dans le phénomène de mondialisation et de globalisation, c'est qu'il y a une perte du centre des choses, ou qu'il y a une multiplication des centres. Ça a été le slogan des études décoloniales, le slogan, c'était décentrer l'Occident, provincialiser l'Occident ou décentrer l'Occident. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait à nos connaissances de ne plus concevoir, par exemple, tous ces récits, etc., avec un centre et des marges, mais de mettre le centre partout et les marges partout. Chaque peuple, chaque population, chaque tradition a été la marge d'une autre et a été le centre aussi de son monde à un moment. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, pour moi, ça c'est la part très contemporaine du récit, c'est que j'essaye de récupérer par la fiction un grand récit, mais qui soit un récit décentré, qui n'est absolument pas centré sur l'histoire de l'Europe, où à chaque fois j'essaye de faire basculer le regard, le point de vue. Je suis très attaché aussi, par exemple, au fait de ne pas du tout faire une histoire, une histoire événementielle, où, je ne sais pas, il y aurait un chapitre, comme par hasard, se passerait en 1492. Tiens, étrange. Un chapitre qui, comme par hasard, se passerait en 1789 à Paris. Donc, pas du tout récupérer les grands événements de l'histoire déjà écrite, mais d'aller voir à chaque fois ce qui se passe dans des dates où apparemment il ne se passe rien, il ne s'est rien passé dans l'histoire, et aussi dans des zones ou dans des peuples. Je faisais déjà dans Ham, par exemple, il y a un chapitre qui se passe au moment, si vous voulez, à peu près de l'Odyssée, dans Ham. Et donc, une des hypothèses historiques qui est contestée, possible, c'est qu'il y aurait eu contemporanéité entre l'équivalent historique de la chute de Troie et l'équivalent historique de l'Exode. Donc, qu'en un sens, d'une part et de l'autre, au nord et au sud de la Méditerranée, auraient été en quelque manière contemporains des équivalents historiques d'Ulysse et d'Agamemnon et des équivalents historiques de Ramsès et de Moïse. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de re-raconter le récit biblique ou de re-raconter le récit homérique, mais de voir ce qui se passe entre les deux. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'entre les deux, il y a une série de peuples, tout ce qui se passe autour de le royaume de Zagros, par exemple, qui n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas fait de récit, ils n'ont pas fait d'épopée. Donc les pauvres, on ne sait pas ce qui se passe en fait à ce moment-là. Donc d'aller voir ce coin-là, l'histoire, et de mettre les personnages dans ce coin-là, et d'aller raconter. Mais là, il y a autant d'hommes qui ont souffert qu'à Troie ou qu'au moment de l'Exode. Il y a eu autant de croyances, autant d'événements historiques, autant de traditions, mais c'est pas passé dans la grande histoire. Et donc, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est d'aller déplacer un petit peu, de décentrer, pour aller voir ce coin-là de l'histoire. Et évidemment, ça m'intéresse aussi parce que c'est la place où il va y avoir de la fiction, puisqu'il y a tellement peu. Voilà, les archéologues vous donnent 2-3 notations, donc 3 bouts d'amphore, un bout de temple et 2 notations chez un autre peuple qui qualifie ce peuple-là. Et sinon, on ne sait pas qui étaient les hommes qui ont vécu là pendant 200 ans, quelles étaient leurs croyances. Et donc, évidemment, d'aller l'investir par la fiction à chaque fois. Alors, de ces personnages qui se descendent, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup touché, que j'ai particulièrement aimé, c'est Dolores. Oui.
J'aimerais bien qu'on discute un petit peu alors de Dolores et de voir comment elle vous est arrivée, Dolores. Quelle est sa genèse? Depuis longtemps, j'avais l'image, en lisant les récits de premier contact, vous voyez, dont je vous parlais, j'avais l'image d'une sorte de croisement, de chiasme, en imaginant ce que pouvait être le destin croisé de quelqu'un sur une vie, vous voyez, quelqu'un qui naît en 1490 ou en 1495 et qui vit suffisamment longtemps, à l'époque, une cinquantaine d'années, pour avoir grandi dans le système de valeurs, le système de croyances précolombien, chez les Mexicas, pour se convertir au christianisme. Ça a été le cas d'un certain nombre de femmes qui ont été utilisées comme traductrices, comme compagnes aussi de conquistadors. Et certaines sont même allées en Espagne, pour finir leur vie en Espagne. Qu'est-ce que ça peut être, vous imaginez, sur une vie humaine, grandir dans un système de croyance avec des dieux mexicas et finir à 50 ans à Tolède, dans ce qui est la cour espagnole de l'époque, avec des valeurs chrétiennes et tout. Donc j'avais l'image d'une convertie. Il y en a eu quelques-unes, on n'a pas eu tant que ça, parce que beaucoup sont mortes, mais quelques-unes ont été converties. Il y a un certain nombre d'indiennes qui sont allées ensuite à la cour d'Espagne. Et de l'autre côté, de l'inversé. C'est peu le cas, mais il y a quelques récits de conquistadors ou de chrétiens qui se sont convertis, qui sont devenus des chamans, qui ont été adoptés par des Indiens. Le récit le plus célèbre, même s'il a été perdu, c'est un récit fabuleux, c'est le récit de la vie de Cabeza de Vaca, qui, suite à un naufrage, s'est perdu en Floride et a été adopté pendant 7 ans par des Indiens qui ont pensé qu'il était une sorte de chaman capable de ressusciter les morts en soufflant sur leur poitrine. Il n'y croit pas vraiment, puis il se dit que ça a l'air de marcher, donc il le fait, il suit. Finalement, il est suivi par une procession d'Indiens. Quand il retrouve les Européens massacrent toute sa troupe d'Indiens. Lui va devenir plus tard le premier gouverneur d'Argentine et va finalement être trahi par ses hommes, mis aux arrêts, et il est égorgé dans le bateau qu'il ramène en Espagne. Vie très étrange. Et donc de raconter une autre vie, qui serait cette fois la vie de Dolores, ce personnage, c'est-à-dire un personnage qui naîtrait en Espagne, l'Espagne catholique de l'époque, avec un univers de valeurs, qui serait celui de l'Espagne catholique, et qui adopterait progressivement, en allant dans le Nouveau Monde, qui serait adopté par des Indiens, et qui deviendrait d'abord chamane, ou une sorte de princesse indienne, et qui changerait complètement sur une vie d'univers mental, de croyances. Ce que j'ai voulu faire, c'est croiser ces deux personnages. Je raconte leur vie alternativement. Donc il y a Dolores Exotique. Exotique est la princesse mexica et qui va petit à petit prendre le nom de Luz et qui va devenir espagnole. Et de l'autre côté, Dolores va devenir, au contraire, petit à petit, une sorte de reine, de messie même elle va un peu plus des Indiens. Ça, elle devient presque une déesse quand même. Elle devient une prophétesse et quasiment une déesse. En étant... Alors, je rajoute quelque chose, c'est qu'en Espagne, elle fait partie de descendants d'autres personnages du livre. C'est une morisca, c'est une ancienne mort, en fait. Donc, elle a été convertie au catholicisme, mais elle fait partie d'une population oni, de descendants de musulmans, en fait, de restes de musulmans en Espagne. Et donc, mon idée était d'essayer de croiser leurs récits, d'avoir deux personnages féminins qui, à ce moment de l'histoire, se croisent. Il faut aussi qu'on parle d'une autre chose. Il y a tous ces personnages plantes humains qui souffrent, puisque c'est aussi le projet global de l'histoire de la souffrance, mais il y en a aussi un certain nombre dans ce livre-là, je crois qu'il n'y en avait pas dans le premier volume, qui ne souffrent pas, qui sont insensibles à la douleur. Alors, il y a une secte d'insensibles. Ouais. Il y a, alors ça c'est en allant vers le troisième volume, il y avait un petit peu dans le premier volume les lépreux qui commençaient à... Je suis fasciné par l'histoire de l'insensibilité dans l'espèce humaine. C'est souvent des monstruosités, on considère que par mutation génétique, de manière pathologique, ils ont des maladies nerveuses, etc., et que leur sensation est altérée. Soit leur sensation est altérée, soit ils ne souffrent pas ou ils souffrent différemment. Et donc il y a quelque chose qui monte dans le livre, qui est l'idée que c'est eux qui préparent l'espèce d'après. C'est la possibilité de tous ces personnages, plus ou moins insensibles, qui vont vers une espèce humaine qui ne sentirait plus, donc qui ne souffrirait plus, qui anesthésierait ses nerfs, une espèce anesthésiée, l'idée d'un devenir anesthésique de l'espèce humaine, et qui sont dans l'histoire régulièrement, ces personnages, soit un petit peu divinisés, soit au contraire, ils deviennent totalement hors caste, ou ils sont considérés comme sorcières ou rejetés, etc. Mais en effet, c'est quelque chose qui court et qui, pour moi, augmente dans l'histoire que je veux raconter, qui est la question de... C'est aussi une sorte de vague hypothèse biologique, de la possibilité qu'à un moment, l'évolution sélectionne des corps humains qui soient des corps qui soient moins capables de sentir, mais sont moins capables de souffrir aussi, avec l'idée que la souffrance a été nécessaire à l'évolution humaine, à un moment, à l'adaptation de l'espèce humaine, et peut-être le deviendrait moins
Au bout d'un moment, vous serez externalisé. Mon idée est d'aller, dans le 3e volume, jusqu'à de la science-fiction, d'aller vraiment jusqu'à la fin de la souffrance. D'où la place et l'importance de ceux qui soignent dans le volume 2. C'est aussi, donc, en même temps qu'une histoire fictionnelle de la mondialisation, c'est aussi nourri par une histoire ou une contre-histoire à chaque fois. C'est vie contre vie, c'est aussi une histoire contre-histoire. Une contre-histoire de la médecine et de la chirurgie. Et donc, dès le premier personnage est l'assistant d'Aboukassi, et donc c'est un chirurgien. Et régulièrement, on a des chirurgiens, des mires, des médecins, jusqu'au dernier personnage, dans l'Angleterre de la fin du 18e, du début du 19e siècle, qui appartiennent à la Lunar Society de Birmingham, et qui sont ceux qui ont préparé à l'invention de l'anesthésie moderne. Le livre finit, en fait, ce volume-là finit avec l'invention de l'anesthésie. Alors vous le dites, vous parlez du titre et j'avais aussi une question là-dessus, parce que vie contre vie, c'est très polysémique, on peut le lire, donc vie contre vie comme un contrepoint musical avec des lignes mélodiques, mais on peut le lire aussi une vie contre une autre vie, puisque rien ne se perd, rien ne se perd, se crée, tout se transforme. Et du coup, moi je suis allé chercher, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme contre-vie? Alors j'ai pensé, il y avait le livre de Philippe Roth aussi, qui s'appelle La contre-vie. La contre-vie, oui. Et vous ne l'avez pas lu? Non, celui-là de Roth, je sais pas où je l'ai lu, mais c'est un livre assez court, La contre-vie, non? C'est un gros. Alors, je l'ai pas lu. Mais surtout, c'est un livre qui se passe à beaucoup d'endroits différents. Et un des enjeux du livre, c'est justement les déplacements de Zuckerman, du personnage, entre l'Europe, entre Israël et l'Amérique. Donc, je m'étais dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Alors, expliquez-nous un petit peu ce titre. Plusieurs sens possibles. Le sens qui apparaît un peu philosophiquement à certains des personnages dans des discussions, c'est l'idée qu'il n'y a que de la vie, il n'y a pas autre chose, il n'y a que de la vie, mais qu'il y a une part de la vie qui se retourne contre la vie, régulièrement. Il y a une part de la vie qui est contre la vie, qui lui résiste, qui la nie, c'est très important dans tous les chapitres sur la colonisation. Il y a une part du vivant qui se retourne contre le vivant lui-même, on se retourne écologiquement, vous voyez la plantation de canne à sucre par rapport à la forêt littorale, mais aussi une part de ce qui vit, de ce qui sent, de ce qui souffre, qui inflige sans cesse à ce qui vit, à ce qui sent, à ce qui souffre, de la souffrance. Et donc c'était une manière de ne pas être dualiste. Moi, je ne veux pas faire des épopées, je ne veux pas faire de la fantaisie avec le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le Rohan et le Mordor. Vous voyez, c'est possible, mais je pense que cette part-là que j'aime, de la littérature de fantaisie, est une part d'abord, c'est le cas chez Tolkien, chez Lewis, c'est une part qui est chrétienne, qui s'appuie sur une théologie qui est fondamentalement dualiste, sur une conception de la chute, etc., que je ne partage pas du tout. Moi, mon problème, c'est de faire du grand récit, comme ça, en ne croyant pas au fait qu'il y a de grandes puissances, ou qu'il y a le bien et il y a le mal. C'est pas du tout mon récit n'est pas du tout traversé par l'idée qu'il y a un camp du bien, un camp du mal, ou qu'il y a du bien ou il y a du mal, ni dans l'histoire, ni dans la vie. Donc il y a de la vie. Mais néanmoins, ça résiste. Il y a quelque chose qui résiste. Et quoi ? C'est juste la vie qui résiste à la vie. Il y a une part de la vie sans cesse qui résiste à la vie, qui lui inflige les pires choses. Et donc ça, c'est une part du titre. Puis il y a l'autre part du titre dont vous parlez, qui est qu'il y a un motif qui n'est pas tout à fait voulu de ma part, mais il se trouve que j'ai même dû le réfréner, l'enlever de certaines histoires. Il y a sans cesse des enfants échangés. Ça commence comme ça, et il y a sans cesse l'idée de vie contre vie, c'est-à-dire il y a sans cesse l'idée d'un enfant arraché à des parents, donné à d'autres, des formes d'adoption, des formes de circulation, et avec l'idée que ce qui circule d'histoire en histoire, c'est des vies qui sont une vie qui est mise à la place d'une autre, qui vit la vie de quelqu'un d'autre, et cette autre vie a été déplacée ailleurs, et elle vit une autre vie. C'est comme ça aussi en grande partie qu'est structuré le livre, d'où le titre. Peut-être faire circuler un petit peu le micro si vous avez des questions pour Tristan, ou des remarques. J'ai appartenu à une sorte d'école philosophique, en effet, qui est attachée à l'idée de faire de l'ontologie, de s'intéresser aux êtres, et de le faire de manière non hiérarchisée. C'est-à-dire l'idée d'ontologie plate, ça a d'abord été une idée plutôt méthodologique, qui consiste à s'assurer qu'on ne part pas d'une échelle des êtres. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a l'idée de scala naturae, jusqu'aux anges, des bêtes aux anges, on hiérarchise les êtres. Je ne sais pas, comme dans la tradition aristotélicienne, vous avez l'âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellective. Vous voyez en général des structures qui sont des structures pyramidales, très souvent avec une base, et vous allez vers la pointe, et vous allez vers un être qui est plus que les autres êtres. En général, dans une tradition ensuite ontothéologique, où vous faites aussi de la théologie, cet être qui est plus que tous les êtres, en général, il a un nom, c'est Dieu,
qu'il y a un être plus nécessaire, ou plus parfait, ou plus souverain. Donc méthodologiquement, une idée qui a traversé un certain nombre de philosophies auxquelles j'appartiens, c'est l'idée de savoir qu'est-ce que ça ferait à l'ontologie, c'est-à-dire au fait de continuer à se poser la question de ce que c'est que l'être et comment est-ce qu'on peut penser les êtres, la diversité des êtres, tout en pensant ce que c'est que l'être, le fait d'être, mais de le faire de manière non hiérarchisée. Alors ensuite, il y a la question des effets politiques, c'est-à-dire que très souvent, on dit, voilà, si on part de ça, on va produire des pensées relativistes, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le même plan tous les êtres, sur le même plan l'inorganique et l'organique, le moustique et l'être humain, il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a pas de verticalité, c'est la catastrophe. Ce qui me guide, c'est l'idée de penser les êtres de manière égale, mais pas confuse, mais distincte. C'est-à-dire c'est l'idée que penser doit permettre à la fois de produire de l'égalité entre les êtres, de penser l'égalité des êtres, mais pas de les confondre. C'est-à-dire ensuite d'avoir des catégories, de catégoriser sans hiérarchiser. C'est-à-dire d'être capable de distinguer des formes de vie, de distinguer ce qui vit et ce qui ne vit pas, distinguer l'organique et l'inorganique, peut-être de distinguer, moi je suis attentif, je trouve qu'il y a des distinctions, je sais pas, le livre récent de Florence Burga, Qu'est-ce qu'une plante, je trouve que c'est un très bon livre, qui essaye de distinguer la forme de vie végétale et la forme de vie animale, mais sans hiérarchiser, c'est-à-dire distinguer sans hiérarchiser. Donc ce qui m'a toujours intéressé, vous voyez, dans l'idée de l'ontologie plate, c'est pas l'idée de mettre à plat le monde pour relativiser, c'est de ne pas hiérarchiser les êtres, donc d'égaliser sans confondre. En gros, c'est un très très gros comme effet politique, de toujours répondre à une pensée qui, à mon sens, serait réactionnaire, de dire il est possible de penser l'égalité des êtres sans aller vers la grande confusion. Au contraire, penser l'égalité des êtres, c'est le meilleur moyen de pouvoir les distinguer. De pouvoir ensuite produire de la différence. Donc je suis attaché à l'idée que je pense que politiquement, mettre à plat, c'est-à-dire ne pas partir avec l'idée que penser c'est hiérarchiser, que penser c'est être capable de hiérarchiser les espèces, les genres, les catégories d'êtres, etc. Ça ne produit pas des effets de confusion, mais ça produit au contraire des effets de différenciation qui donnent de la puissance et qui donnent de la puissance politique. Je suis très attaché à cette idée chez Rancière qui est très belle et très simple, qui est que l'égalité, c'est quelque chose qu'il faut présupposer. Si on ne la présuppose pas, on ne l'atteint jamais, on ne la trouve jamais en fait. Si on définit bien ce que c'est que distinguer, ce n'est pas une menace pour l'égalité. Au contraire, c'est un effet, c'est-à-dire que partir, présupposer l'égalité ontologique, ça produit au contraire des effets de connaissance, des effets d'action qui augmentent le monde et qui ne produisent pas des effets de confusion. Je suis attaché à cette idée que dans la pensée, en tout cas, présupposer l'égalité ne produit jamais, en fait, si on le tient bien, des effets de confusion. Ça ne rend pas les choses confuses. Ça ne fait pas confondre les ordres. Ça, à mon sens, je pense que la peur première d'une pensée réactionnaire, c'est de penser que présupposer l'égalité, ça va produire de la confusion. C'est-à-dire qu'on va tout confondre. Il y a tout est dans tout, etc. Vous voyez, grande horizontalisation du monde. Voilà, c'est contre ça que j'aimerais penser. J'avais quand même une remarque. Alors, vous allez me dire si ce que vous en pensez. Parce que je crois qu'on est un petit peu dans le même domaine. Ce qui m'a semblé sortir du projet de laisser être et rendre puissant, c'est qu'il y avait dans votre travail une optique non autoritaire. Alors je lis ce que j'ai écrit parce que sinon je vais... voilà, vous produisez une pensée non autoritaire qui se construit, qui laisse place aux divergences. Ça, j'ai trouvé que c'était confortable pour un lecteur, même pour un lecteur peut-être pas philosophe. Je trouve ça finalement assez nouveau par rapport aux idées que j'ai de la philosophie ou de mes expériences de lecture de philosophie. Et qu'en fait, voilà, vous ne contraignez pas le lecteur. Est-ce que ça rentre dans le même schéma que l'ontologie en un sens, j'essaye de penser contre l'idée d'autorité. Après, ça dépend comment on la définit. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les moments de glissement en général dans une pensée, y compris en philosophie, au départ. Les moments de glissement entre on peut et on doit, entre tu peux et tu dois. C'est-à-dire le moment où, dans la modalité du discours, ce qui est donné, c'est une possibilité, qui, à mon avis, est toujours émancipatrice. Et quand on passe de la possibilité au devoir-être, quand un on peut devient un on doit, quand un tu peux devient tu dois. C'est à ça que je suis attentif. Et donc, ce qui m'intéresse philosophiquement dans laisser-être, c'est d'essayer d'aller jusque dans le domaine de l'ontologie, donc de l'extrême abstraction, où on ne m'intéresse pas aux qualités des êtres, mais à l'être. Et j'essaye de voir ce que ça fait que de repousser toute autorité, c'est-à-dire de repousser tout discours qui commencerait par présupposer de l'impossible et qui commencerait par discriminer ce qu'il y a vraiment, ce qu'il n'y a pas, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Qu'est-ce que ça fait si le premier geste de la pensée n'est pas d'essayer de distinguer ce qu'il y a vraiment et ce qu'il n'y a pas vraiment, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être?
Si on fait ça, qu'est-ce que ça fait ? Et si on cherche simplement ce qui peut être, simplement, si on se donne simplement comme boussole, de demander qu'est-ce qui peut être, voilà. Après, on se demandera qu'est-ce qui peut être d'intéressant, qu'est-ce qui peut être de juste, qu'est-ce qui peut être de vrai. Juste, qu'est-ce qui peut être. Et ça suppose, en tout cas le but du livre, de toute la première moitié du livre, est d'essayer de relire l'histoire de l'ontologie classique en disant, voilà, le but n'est plus de chercher l'être le plus fort, c'est-à-dire l'être le plus nécessaire, qui est, à mon sens, ce qui a orienté toute une partie de l'ontologie, pas seulement européenne d'ailleurs, des ontologies indiennes ou des ontologies chinoises, où le questionnement sur l'être des choses est orienté par essayer de trouver l'être le plus fort, l'être le plus nécessaire, qui peut être défini comme Dieu, le Dieu des philosophes, pas le Dieu de la raison, pas le Dieu du cœur, et de ne pas orienter la pensée vers ça, mais d'orienter la pensée vers l'être le plus faible. C'est-à-dire d'orienter la pensée vers qu'est-ce qui est le moins, mais qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas l'indétermination, qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas l'incohérent, etc. Qu'est-ce qu'il y a juste avant le n'importe quoi, juste avant le chaotique, l'indétermination ? Qu'est-ce que c'est que le minimum de détermination par lequel on peut trouver quelque chose de commun à des êtres qui sont existants, inexistants, possibles, contradictoires, imaginaires, mais qui ont un degré minimal d'être, d'existence. Et ce degré minimal d'être, pour moi, c'est le possible. C'est-à-dire que le possible, c'est la détermination la plus faible du fait d'être. Donc c'est un livre qui, à sa manière abstraite, etc., se met en quête d'une définition minimale d'un état le plus faible de l'être qui serait le possible. Donc j'essaye de donner une définition, j'essaye de mettre à l'épreuve. Le livre s'appelle « Laisser être et rendre puissant ». La première moitié du livre consiste à essayer de laisser être le plus d'être possible pour essayer d'avoir un sens justement du possible qui soit le plus large, c'est-à-dire d'interdire le moins possible, si vous voulez, à des êtres d'être, de pouvoir être. Et la deuxième moitié du livre consiste à dire, voilà, une fois qu'on a fait ça, ça suffit pas. C'est-à-dire que quand on a rendu possible, c'est bien beau, mais on se retrouve avec du possible sans puissance. Comment est-ce qu'on regagne de la puissance ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit par la pensée des relations entre les êtres qui permettent pas simplement de dire c'est possible, mais de donner de la puissance. Il y a un certain nombre de puissances possibles que j'essaye de discuter. Est-ce qu'il faut vouloir la puissance d'identité, la puissance d'ordre, d'autres, des puissances qui ne soient pas juste l'identité ou l'ordre, par exemple. Et donc, tout le livre, en effet, est guidé. Voilà, c'est un livre, malgré tout, technique, d'ontologie et de métaphysique, mais il est guidé par une forme qui relève d'un caractère, une sorte de caractère libéral, mais pas du tout au sens du libéralisme économique. Voilà, moi, ma première impulsion, si vous voulez, il y a toujours une impulsion, là. Ma première impulsion, c'est de laisser être. C'est-à-dire, c'est par la pensée, d'essayer de trouver des dispositifs pour aller désamorcer tout ce de quoi j'ai l'impression, dans des discours, dans des pratiques, que ça ne laisse pas être. Ça ne laisse pas être les choses. Je veux essayer de trouver un moyen de laisser être. Et évidemment, ce tropisme non autoritaire, j'imagine que je l'applique comme romancier aussi, avec des personnages. Mais c'est tout autre chose de le faire avec des idées et de le faire avec des personnages. Ça, en fait, rien à voir. Mais moi, j'ai cru comprendre que vous disiez aussi qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de la métaphysique comme avant parce qu'on prend en compte qu'il y a une pluralité d'universalité ou une pluralité de façon de concevoir l'universel. Ma position consiste, je dis parfois, à être une sorte d'universaliste contrarié, c'est-à-dire que je suis attaché à l'idée d'universel, mais je veux d'abord laisser parler tout ce qui fait que l'universel ne fonctionne pas. Clairement, il ne fonctionne pas, il ne fonctionne plus. Et c'est normal qu'il ne fonctionne pas parce qu'il a été le masque de la domination coloniale, de la domination masculine, parce qu'il a été une forme qui a été énoncée par des dominants, etc. Donc c'est normal qu'on n'y croit pas, qu'il y ait une méfiance, si vous voulez. C'est comme Pierre et le Loup, au bout d'un moment où... Au bout de 1000 fois où l'universel, il y a un appel à l'universel, on s'aperçoit que l'universel est particulier, en fait, qu'il est localisé, qu'il est situé. Au bout d'un moment, au bout du 1001e appel à l'universel, on n'y croit plus trop. Quand on est là, je vais peut-être pas y aller cette fois. Les grands appels à l'universel ne fonctionnent pas et c'est normal qu'ils ne fonctionnent pas. Puisqu'on a pris l'habitude maintenant, de manière critique, de les resituer, de les particulariser, de voir quel a été le mode de discours, de quelle manière il a été situé, dans quel rapport de pouvoir est-ce qu'il a été énoncé. Tout ça est normal et bénéfique. Je ne crois pas non plus à des sortes de formes de rabibochage de l'universel. Vous avez des termes, par exemple dans la pensée décoloniale, on parle depuis Mignolo, depuis une trentaine d'années, on parle de pluriversel. Ça va être, on va essayer de négocier, on va aller chercher l'universel de différentes cultures, on va négocier, on va renégocier ensemble des formes universelles, mais qu'on va appeler pluriverselles, multiples. Moi je pense deux choses, je pense
d'une part, qu'il y a des termes qu'il faut parfois laisser en jachère, et l'universel, je pense qu'il faut le laisser en jachère. Il y a des termes qui sont usés, vous voyez, il y a des terres qui sont usées, il y a des termes qui sont usés aussi. Quand c'est usé, il faut le laisser un peu. Ça ne veut pas dire un terme, le fait qu'il y ait une vie des idées, fait que quand un terme est usé ou épuisé, comme un sol, il peut renaître, il n'y a pas de souci, mais il faut le laisser tranquille à un moment. Là, je pense qu'il faut laisser tranquille l'universel. Il faut trouver autre chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, j'essaie de le définir, c'est le commun distinct, c'est-à-dire quelque chose de suffisamment commun, mais de suffisamment distinct. C'est-à-dire qu'il ne soit pas quelque chose qui soit pas... Vous avez du commun qui est indistinct, qui est indéterminé. Un appel, vous pouvez dire quelque chose qui appartient à tous, mais qui en fait est indistinct, indéterminé. Donc quelque chose de suffisamment distinct, pour ne pas être n'importe quoi, mais de suffisamment commun pour valoir pour le plus possible de formes de subjectivité. Et évidemment, là où ça a un lien avec le roman, c'est que pour moi, ce roman-là, il est aussi la mise à l'épreuve très concrète dans le récit, de défendre peut-être un universaliste contrarié, c'est-à-dire d'essayer de produire... Peut-être que c'est désespéré, peut-être que ça ne vaut pas, de produire un grand récit. Dire, en fait, l'ère des grands récits, elle n'est pas finie, c'est pas vrai. Ça, moi, j'y crois pas. Ce que je pense, c'est que quand on arrête de faire des grands récits, par lâcheté, il y en a d'autres qui les font. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser. Et on peut les laisser. Si vous laissez les grands récits, vous allez vous retrouver avec des grands récits nationalistes, des grands récits patriotiques, des grands récits racistes. Il y aura toujours des gens pour continuer à faire des grands récits. Donc si on abandonne complètement le grand récit, il fleurira ailleurs. Et puis aussi... Ça veut dire que si la littérature abandonne le grand récit, elle le laisse à d'autres ordres de discours. Elle le laisse aux religieux ou elle le laisse à la science aussi. Il y aura d'autres grands récits, mais scientifiques ou religieux ou pseudo-scientifiques. Je crois au grand récit, mais c'est compliqué parce que on est sorti de la postmodernité, mais on est sorti d'un moment où on ne croyait plus aux grands récits, à tous les grands récits. Et puis les grands récits, ils nous apparaissent tous avec un minimum, n'importe qui avec un minimum de pensée critique, voit bien que c'est un peu compliqué, le grand récit. Par exemple, vous voyez, moi j'ai un grand amour pour la forme de l'épopée, la forme épique, mais je ne suis pas naïf, je sais très bien, il suffit d'avoir lu un tout petit peu d'histoire littéraire, que toutes les épopées que j'aime, ce sont des épopées qui sont la voix d'un peuple impérialiste, dominant, qui a imposé sa langue, qui a imposé sa culture. Il n'y a pas de Ramayana ou de Mahabharata s'il n'y a pas un mouvement d'unification du sous-continent indien par une force impérialiste. Vous n'avez pas les sagas islandaises, vous n'avez pas l'Iliade et l'Odyssée, si vous n'avez pas une forme impérialiste de culture et de langue. Les grands récits, il faut savoir ce que ça fait. Un grand récit, fondamentalement, c'est toujours porté par une forme hégémonique de culture, de langue, de genre aussi, sans doute. Mais je ne sais pas si c'est possible. Mon laboratoire, c'est de dire, étant universaliste contrarié, je ne veux pas laisser le grand récit aux autres, je veux garder cette forme-là, je veux garder cette ambition-là, mais je veux produire un grand récit qui ne soit pas hégémonique, qui ne produise pas d'effet de domination, qui ne soit pas là pour justifier de la domination, et qui ne produise la légitimation d'aucune hiérarchie, d'aucun ordre des êtres, d'aucun ordre des langues, d'aucun ordre des individus même. Voilà, ça se résume dans cette idée de produire de l'épique, mais fondamentalement non autoritaire, non hégémonique. Je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire, je pense, mais vraiment en toute sincérité, que c'est expérimental. C'est défendre, si vous voulez, la grande forme, mais au service d'une idée totalement démocratique, émancipatrice, non hiérarchique, et qui ne soit pas là pour imposer même un sens de l'histoire, vous voyez, enfin, une orientation de l'histoire. Je ne veux pas qu'il y ait d'orientation de l'histoire, je ne veux pas que mon récit, à la fin, soit un récit post-humaniste qui impose à l'humanité un horizon qui serait la sortie de l'humain. Donc, c'est pour moi une question ouverte, un chantier. Est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que c'est possible de ne pas laisser la grande forme aux autres ? Est-ce que c'est possible d'avoir notre grande forme, mais d'avoir une grande forme qui soit au service de la non-hégémonie C'est merveilleux ça, parce que, en fait, moi je me rends compte que j'ai beaucoup pensé, dans la lecture de Vie contre Vie, à Édouard Glissant, à ses théories du tout-monde et de la relation, et ça va un petit peu dans ce que vous dites aussi là. C'est intéressant, au moment où il y a eu l'abandon de ces grandes formes, il y a eu malgré tout un fleurissement... Chez Glissant, je ne l'ai pas relu, mais j'avais été marqué adolescent par Chamoiseau, par Texaco, qui était aussi un grand récit, une des rares tentatives presque de réalisme magique en langue française. Enfin, j'ai vraiment pas relu le livre, donc je ne sais pas, mais ça m'avait fait forte impression. Mais Chamoiseau continue dans cette veine-là. Voilà, j'ai pas lu après. Mais ça doit être début des années 90, Texaco, et c'était aussi lié au fait que j'avais l'impression que c'était abandonné par tous les autres. C'est-à-dire c'était très étonnant d'avoir un roman qui tente encore une grande forme, mais en passant par d'autres idées. Alors les images, chez Glissant ou chez Chamoiseau, plutôt de l'archipel, de la constellation. Je pense qu'il y a eu un moment dans lequel moi j'ai l'impression que ma génération a grandi, où il fallait trouver des petites voix sur le côté. Comme on n'osait pas la totalité, il fallait trouver d'autres noms, il fallait trouver des formes de remplacement, parce qu'on sentait bien que la totalité, voilà...
le totalitarisme. Et je pense aussi, je peux me tromper, que là, pour le coup, ça a été un peu mis en jachère, c'est-à-dire qu'on l'entend moins comme ça. Par exemple, je pense que produire cette épopée, dans les années 90, n'aurait pas été possible. C'était pas le bon moment. Mais dans plein de pensées, dans la pensée décoloniale, dans la pensée féministe, il y a aussi des formes narratives qui arrivent et qui sont des formes qui n'ont pas peur de se réemparer de l'histoire, de raconter l'histoire. On est sorti aussi d'un moment simplement qui était un moment sans doute nécessaire, de déconstruction. On les voit enfin, il y en a beaucoup, je trouve, ça revient. Moi, j'avais un peu l'impression d'un désert de... Peut-être c'était une illusion, mais d'un désert de grands récits pendant une vingtaine d'années parce qu'il fallait sortir du XXe siècle et parce que les grands récits étaient marqués par le geste dominateur, autoritaire, par le geste totalitaire. Enfin, moi, je cherche à trouver une forme narrative pour raconter, au fond, toute l'histoire de la vie, mais d'arriver à le faire entendre comme quelque chose d'absolument ouvert, qui n'impose pas une histoire linéaire, cumulative, orientée, qui ne ferme pas les choses, qui ne soit pas un geste totalitaire, qui ne soit pas un geste autoritaire, qui ne soit pas une grande histoire qui, à tort ou à raison, donne cette impression autoritaire. Et j'essaye de le faire en pointillé, en ouvrant sur le fait qu'à chaque fois, à chaque moment, à chaque embranchement, à chaque histoire, il y a une infinité d'autres histoires possibles. D'autres histoires qui ont eu lieu et d'autres histoires possibles. Et que je ne raconte pas une histoire linéaire, événementielle, cumulative. Mon ennemi absolu, vous voyez, ça serait la conception de l'histoire telle qu'elle apparaît en Europe au 19e. C'est ce qu'on appelle parfois les théories de la récapitulation. C'est dans le darwinisme social, chez Spencer. C'est l'idée, vous savez, qu'il y a des grandes étapes de l'histoire et où vous avez un lien entre ce qu'on appelle l'ontogénèse et la phylogénèse, c'est-à-dire le développement de l'individu et le développement de l'espèce. Vous voyez, c'est toutes ces formes de pensée qui font penser une enfance de l'humanité ou une adolescence de l'humanité. C'est-à-dire vous pensez l'histoire humaine sur le modèle du développement de l'individu. Et c'est terrible, parce que quand vous pensez ça, vous faites un aller-retour, vous regardez. C'est terrible parce qu'évidemment, c'est ce qui a permis, vous voyez, dans le discours colonial, de penser les grands enfants, d'infantiliser. Ça infantilise, mais aussi ça ceinture complètement la pensée parce que toute l'humanité devient un seul corps vivant qui grandit. Vous avez une seule possibilité historique, une enfance, une adolescence, vous voyez, avec des étapes de développement. Tout est fermé de cette manière-là. Il y a une bonne image pour ça, c'est en 1898, il y a la première grande exposition de dessins d'enfants qui a lieu à Hambourg. Je trouve que c'est la meilleure idée pour se faire une idée de ce qu'a été la théorie de la récapitulation en Europe, l'effet que ça a eu sur notre imaginaire. Vous avez 3 murs. Sur le mur du fond, les curateurs ont exposé des dessins d'enfants de la campagne autour de Hambourg. Donc c'est des enfants allemands, entre 4 et 9 ans, je crois. Sur le mur de gauche, vous avez des dessins qui sont des dessins en fait, qui ont été ramenés par des voyageurs d'Indonésie, de Bornéo et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont présentés comme des dessins de peuples primitifs, mais qui sont des dessins d'adultes. Ce sont des adultes de Bornéo qui sont mis, vous voyez, sur le même plan que des enfants allemands. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça va être une manière de dire, regardez, ils dessinent de la même manière. Donc, évidemment, ce sont des grands enfants, etc. Et sur le mur de droite, vous avez des reproductions de dessins d'un abbé qui est allé reproduire, en faisant des erreurs, en plus, des dessins du paléolithique supérieur, de la peinture rupestre. Donc, l'enfance de l'humanité. Donc, vous voyez, vous avez un dispositif qui met sur le même plan l'enfance de l'humanité, les dessins préhistoriques, les dessins d'enfants en Occident, mais d'enfants réels, et les dessins d'adultes considérés comme des enfants parce qu'ils sont dans des peuples autres. Et là, vous avez un dispositif qui vous rend absolument visible ce que c'est que les théories de la récapitulation, c'est-à-dire avoir une conception de l'enfance, etc., qui permet de mettre sur le même plan, et évidemment, ça a des effets politiques immédiats, c'est que vous n'allez pas traiter comme des adultes, vous allez les traiter comme des enfants. Et l'exposition d'après en 1899 à Hambourg, vous avez, accrochez-vous, vous avez des dessins. Ils ajoutent sur la paroi de droite, ils ajoutent des dessins d'ouvriers adultes, c'est-à-dire de la classe, vous voyez, qui est caractérisée de classe infantile, comme classe infantile, et des dessins de femmes. Donc vous avez tout est rendu visible. Les femmes qui dessinent comme des grands enfants, avec une sensibilité d'enfant, les ouvriers qui sont comme des grands enfants, qui sont comme les peuples primitifs, qui ont le même stade de développement sensorimoteur, affectif, émotionnel, que des enfants de 4 ou 5 ans. Quoi. Et donc mon ennemi, c'est ça. C'est une conception de l'histoire qui soit linéaire, récapitulative, qui conçoive une enfance de l'humanité, vous voyez, des choses comme ça. Donc j'essaye vraiment à chaque fois, à chaque histoire, de montrer que ça pourrait être autrement, ça a pu être autrement, ça a été autrement ailleurs. Et les personnages dans Âme ne sont pas des enfants de l'humanité, il n'y a pas d'enfance de l'humanité, il n'y a pas d'âge adulte de l'humanité. D'éviter tout ça parce que c'est des dispositifs, là on voit ce que ça produit immédiatement comme effet d'autorité.
j'ai bien conscience, vous voyez, que... C'est-à-dire, j'essaye de donner un exemple, mais je passe à côté de milliers, de dizaines de milliers de formes de vie, j'en ai conscience. Et c'est ça qui produit une histoire qui ne doit pas se présenter comme autoritaire, parce qu'à côté, il y en a plein d'autres. C'est juste, j'aurais pu en raconter plein d'autres, et il y en a plein d'autres. Et il y a toute celle qui est vertigineuse, toutes celles qui sont 99,9% d'histoires, qui ne sont pas racontables, parce qu'il n'en reste rien. Parce que l'histoire écrite, parce que l'archéologie ne s'y est pas intéressée, parce que ça a été enfoui dans des zones de guerre, parce que ça a été toute l'histoire vertigineuse de tous les peuples qui sont laissés, pour le coup, dans la salle d'attente de l'histoire. C'est pas moralisateur du tout, mais en l'écrivant, j'ai quand même un peu le sentiment d'une dette. Il y a quelque chose qui est dû à ce qui a été tué et perdu, et quand même. Parfois, j'ai l'impression que ça fonctionne presque parfaitement ou très bien. Parfois, je suis pas content, je vois le truc, ça passe pas. Enfin, vraiment, je pense que pour moi, c'est un laboratoire, c'est expérimental, suivant les histoires, ça marche plus ou moins bien. Alors, il y a un principe d'économie générale aussi, qui a un principe aussi de variété, de variation. C'est-à-dire que j'essaye de faire un usage, par exemple, assez pondéré de la première personne ou de la narration en première personne. Ça me semblait, dans le premier volume, Âme, je l'ai vraiment réservé à le personnage de la néandertalienne, parce que je voulais que ça apparaisse de manière très fortement comme l'émergence d'un soi qui dit « je ». Et après, je voulais que pour que ce soit fort, en fait, il n'y ait plus de narration en première personne sur longtemps pour faire saillir ce personnage. Mais ça, c'est des questions d'économie générale, qui supposent aussi d'essayer d'alterner les textes courts, des textes beaucoup plus longs, des questions rythmiques, de dramaturgie générale, des textes plus violents et d'autres j'espère, plus drôles aussi. J'espère que dans l'économie générale de la narration, ça donne une impression de variété qui permet de rendre justice à la variété des formes de vie, mais aussi par variation dramaturgique. Donc il y a ce principe-là, qui est un principe un peu externe, enfin, c'est vraiment qui peut paraître contingent. Et ensuite, ce que je me raconte, c'est des choses qu'on se raconte en écrivant, c'est pas vraiment. Ce que je me raconte à chaque fois, c'est que j'essaye d'avoir, je me disais, c'est un terme bêtement philosophique, je ne sais pas pourquoi j'avais toujours en tête l'idée d'un point de vue immanent, c'est-à-dire ne pas avoir de point de vue transcendant, pas être surplombant. Donc mon problème, c'est toujours arriver à la voie narrative dans une histoire en essayant d'éliminer tout ce que je sais de ce qui s'est passé après, de partager les connaissances, mais de partager les ignorances aussi des personnages. Je vais donner un exemple. Le dernier texte que j'ai eu beaucoup de mal à réécrire de Âme, il est court, il se passe en Australie. Le personnage est un aborigène de la tribu, un clan qui est aujourd'hui totalement décimé, qui n'existe plus, les Ngajajara, du nord de l'Australie. Et je le confronte, il y a un naufrage d'un bateau, et dans ce bateau, il y a un lion qui vient d'Afrique, dans une cage. Mon problème tout bête était de construire la narration en me demandant comment est-ce que je fais pour raconter ça, sachant que mon personnage Ngajajara, qui s'appelle, ne peut pas savoir ce qu'est un lion. Il n'a jamais vu un lion, donc il ne va pas le nommer. Il n'a pas de nom dans sa langue pour lion. Il n'y a pas de léonidés, c'est une famille d'êtres vivants qu'il ne connaît pas. D'abord, j'ai essayé par rapport à la faune locale, à quoi est-ce qu'il pourrait l'associer le plus quand il le voit. En fait, il n'y a vraiment rien de proche. C'était vraiment un défi narratif de comment raconter l'histoire de son point de vue. La facilité aurait été de dire il voit le lion sur le rivage, il prend peur. Mais dire ça, c'est déjà trahir énormément son point de vue. Parce que lui, il ne sait pas que c'est un lion. Qu'est-ce qu'il sait en fait ? Qu'est-ce qu'il peut voir ? C'est ça la question que je me posais à chaque fois. Qu'est-ce qu'il peut voir à partir de qu'est-ce qu'il ignore ? Quels sont tout l'ensemble de ces ignorances qu'il va essayer de sculpter ? Qu'est-ce que je peux lui faire dire ? Comment je peux m'en sortir ? Comme dans les récits de premiers de contact dont je parlais, qu'est-ce qu'a vu un Mexicain qui a vu pour la première fois un conquistador en armes brandissant un crucifix et lui parlant de Jésus et du Seigneur qui est mort sur la croix ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a pu entendre de ça ? Et inversement, d'ailleurs, Donc ma narration, elle est guidée à chaque fois par ce principe-là. Être le plus possible, mais je ne suis pas naïf. Je sais que pour écrire et en écrivant dans ma langue, je finis toujours par trahir ça. C'est-à-dire j'essaye le plus possible, mais il y a un moment où les mots que je parle sont en français, mon vocabulaire, mon lexique, mais évidemment, ma forme de pensée n'est pas celle d'un Ngajajara du 9e siècle. Mais j'essaye. C'est juste l'idée, c'est qu'est-ce que ça fait d'essayer ? Qu'est-ce que ça fait à la langue ? Qu'est-ce que ça fait à un récit ? D'essayer au moins, le plus possible ça. Jusqu'à un point de rupture. Le point de rupture, c'est quand je sens que l'histoire devient irracontable. Ça m'arrive, c'est-à-dire j'ai l'impression de raconter l'histoire, puis après je relis, et c'est irracontable et illisible. Quand je sens que j'atteins ce stade-là, je me dis, bon, il faut revenir un peu en arrière. Bien, on va se donner rendez-vous pour le 3e volume. Alors, il me faut un peu de temps quand même. Mais oui, mais on en a, et c'est sur l'aube de ce 3e volume qu'on va s'arrêter. Si Tristan est disponible, si vous voulez vous faire dédicacer un livre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous.
Il s'agissait de Tristan Garcia à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 19 avril 2023. Il y présentait son ouvrage Vie contre vie, tome 2 de Histoire de la souffrance, publié aux éditions Gallimard. Tristan Garcia est l'auteur également de Laisser être et rendre puissant au PUF et des romans Faber, La meilleure part des hommes ou encore 7, prix du Livre Inter en 2016, et des essais Forme et objet, un traité des choses, La vie intense, une obsession moderne, entre autres. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.